Bonjour, nous sommes très heureux de vous présenter notre projet pour le centre de Peter McGill. Mon nom est Anne Cormier, je représente l'équipe formée par les architectes de l'atelier Big City et de Rayside Labossière, les ingénieurs des firmes EXP et Groupe Geniex, les designers d'intérieur Jean Delassare et les graphistes de Pastille Rose. Nous avons choisi de débuter la présentation avec une vue extérieure qui démontre la présence du lieu. Cette présence est encore plus évidente en fin de journée alors que l'éclairage des intérieurs a un fort impact sur la place Henri-Dunant. Il y a alors toute une mise en scène qui s'opère et qui active l'espace public. Donc on voit clairement les lettres du nom Sanac qui se détachent en avant-plan devant l'entrée principale. Elles sont soutenues par de grands poteaux ancrés à des éléments de mobilier extérieur. Ce sont des structures qui contribuent à l'espace social qui est mis en place avec le centre. Les lettres annoncent aussi la typographie qui a été développée pour l'ensemble de la signalisation. Cette typographie est caractérisée par une déconstruction légère des lettres, puis c'est une référence indirecte à la diversité des cultures qui sont présentes au centre-ville. Dans le nom Sanac, par exemple, l'idée de la diversité est renforcée par le fait que chacun des trois A est totalement unique. Au-delà de la place, l'animation intérieure apparaît à travers l'enveloppe de verre du basilaire. Au premier étage, la grande salle polyvalente, le bar numérique, le café et l'atelier culinaire sont tous très visibles, tout comme l'accès aux étages supérieurs par l'escalier jaune qui zigzague à partir du rez-de-chaussée à travers l'atrium, en passant par le Media Lab jusqu'au salon silencieux. De l'extérieur, l'ensemble crée une grande vitrine qui éclaire l'espace urbain. En passant le seuil de l'entrée principale, nous sommes toujours dans un espace très public et très ouvert, comme s'il s'agissait du prolongement de la ville. Le bar numérique et le comptoir libre-service sont immédiatement accessibles et les deux escaliers qui se déploient l'un vers l'autre sont très invitants. Ces circulations qui sont visibles bien avant les ascenseurs invitent au déplacement actif et à la découverte de tous les espaces du centre. Le balcon, qui est créé au niveau de la partie haute de la salle de spectacle, participe à l'animation. On imagine que quelqu'un pourrait s'adresser au public, le haranguer même, à partir de cet endroit. Plus à gauche, l'escalier qui mène à la bibliothèque est illuminé par la lumière zénithale qui balaie le mur de la salle de spectacle. Nous sommes immergés dans un grand paysage qui est organisé par la disposition des différents espaces et aussi par une structure légère et omniprésente qui définit l'intérieur de l'ensemble et qui nous enveloppe. L'ossature de la structure métallique est composée de légers câbles d'acier suspendus au plafond et fixés au plancher. Elle intègre des dispositifs fonctionnels et techniques, écran numérique multifonctionnel, haut-parleurs, station de recharge intelligente, éclairage, affichage interactif, panneaux acoustiques, écran visuel, signalisation, rideaux, ainsi que des installations, des œuvres, des jardinières, un peu comme un grand cabinet qui expose joyeusement la richesse culturelle du district Peter McGill et la technophilie caractéristique du centre. Cette tour intérieure établit des plans verticaux et horizontaux qui organisent l'espace. Les plans verticaux subdivisent le lieu en délimitant subtilement les usages prescrits. Les plans horizontaux, eux, forment un écran qui dissimule en partie la face inférieure des dalles et les divers conduits qui y sont attachés. De plus, ils facilitent l'accessibilité au système de distribution mécanique. Cette structure offre une grande adaptabilité qui permettra au centre Sanac de traverser de nombreuses décennies, contrairement à des compositions irrécupérables comme les usuels murs recouverts de plaques de plâtre. De plus, la structure peut accueillir un éventail d'éléments incluant des fils et du câblage, ce qui facilitera le remplacement des dispositifs technologiques dont l'obsolescence précédera inévitablement de beaucoup celle du centre. Quand on considère l'organisation globale du centre et sa nature très publique, on voit avec ce dessin qu'on saisit bien la perméabilité de l'édifice puis la continuité d'un sol minéral de l'extérieur à l'intérieur. On comprend l'intensité des activités, la forte présence des différentes composantes du centre dans l'espace central, l'espace de l'Agora. On voit aussi très clairement la série d'espaces animés qui bordent la place Henri-Dunant, la grande salle multi, le bar numérique, la bibliothèque express, la salle de spectacle, le café, le laboratoire culinaire.
Le dessin expose aussi l'importance du rôle des escaliers qui distribuent les usagers dans toutes les directions et qui favorisent une circulation très fluide sans aucun cul-de-sac. En fait, on comprend aussi et surtout que la notion d'îlot citoyen prend effectivement forme à l'échelle du quadrilatère. Le centre Sanac en entier est un îlot citoyen. Cette idée est consolidée lorsqu'on examine le plan du rez-de-chaussée. On voit clairement l'entrée principale sur la place Henri-Dunant. Elle est liée à la seconde entrée un petit peu plus discrète située sur René-Lévesque. Elle est reliée par l'agora et par la présence ponctuelle de comptoirs de la Bibliothèque Express. On comprend bien que la vaste majorité des espaces de soutien sont regroupés à gauche de la salle de spectacle. D'autres espaces de soutien sont en quelque sorte agglutinés à d'autres zones grises. Les zones grises sont les secteurs du plan qui n'appartiennent pas au centre, mais plutôt aux deux tours. Cette approche permet de dégager un maximum d'espace ouvert. C'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. Sur le plan de gauche, on voit les paliers qui incluent l'issue de la salle de spectacle. C'est aussi un espace de circulation ludique qui comprend le balcon que l'on a vu un petit peu plus tôt à partir du seuil de l'entrée principale, ainsi que le palier de l'escalier qui mène, lui, à la bibliothèque. Ici, nous sommes au milieu de l'agora, qui est un espace très polyvalent. Au fond, on voit bien la transparence vers le boulevard René-Lévesque à travers la petite salle. Puis en haut, à droite, le balcon qui est attenant au théâtre. Bon, si l'eau citoyen peut être compris à l'échelle du site, comme on l'a dit précédemment, il peut aussi être organisé ponctuellement dans l'espace de l'agora où des gens peuvent échanger en personne ou à distance et encore, on ne sait pas ce qui se passera d'ici 40 ans. Cette image expose aussi des idées par rapport à la signalisation. Donc, la signalisation peut être appliquée sur des surfaces construites ou encore être intégrée à la structure métallique modulaire, donc suspendue ou fichée de côté. Ici, on comprend encore mieux l'importante présence des escaliers et la façon dont l'un d'entre eux, celui qu'on voit, entoure et encadre l'entrée de la salle de spectacle. Lors de représentations dans la salle de spectacle, l'agora en devient surtout le foyer. L'escalier qui mène principalement à la bibliothèque permet de créer un point de contrôle du côté de l'entrée principale. En même temps, cet escalier anime l'agora par sa présence et par le passage de ceux qui l'empruntent en longeant le mur de la salle de spectacle. En face, l'entrepôt de l'agora s'ouvre et devient un espace bar, un petit extra qu'on a donné au programme. On vit alors l'agora un petit peu différemment. Juste à droite de l'affichage des spectacles en cours et à venir, l'entrée de la salle, qui est généralement plus discrète, est alors vivement éclairée. Puis, de soir, les projecteurs fixés à la structure métallique sont brillamment allumés. Ailleurs dans le centre, au cours de la soirée, on entend les rumeurs au rythme de l'arrivée des spectateurs à l'entracte et puis lorsque la représentation est terminée. Nous sommes de retour à proximité de l'entrée principale, de jour. Donc, on voit le mobilier coloré du bar numérique qui contribue à créer un paysage très aéré, ce qui est probablement particulièrement approprié en ces temps de distanciation sociale. On voit que le paysage se prolonge dans le café. Donc, en arrière-plan, en plus du café, on voit le balcon de la salle de spectacle et l'escalier qui mène à travers l'atrium jusqu'au Media Lab et à la salle silencieuse. L'espace est largement ouvert sur la place Henri-Dunant. Ce dessin expose particulièrement bien la polyvalence de la structure métallique, la peau intérieure du centre et la façon dont elle intègre toutes sortes de dispositifs, d'œuvres, d'installations et de végétaux qui pourront être ajustés ou renouvelés selon les besoins au fil des 40 prochaines années. Zoom sur le café. En passant sous la passerelle qui mène au Media Lab, on arrive à l'espace dédié au café juste avant d'atteindre le labo culinaire. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué sur le plan du rez-de-chaussée et comme on le verra plus précisément dans la prochaine image, la trame du plancher suit la trame de la section est de l'édifice qui, elle, est à peu près alignée à celle des places Henri Dunant et Hector Toblake. Ce qui fait que cette trame est désaxée par rapport à celle de la section ouest de l'édifice. Comme on le voit, ça a pour effet de diriger le regard des gens vers le café et vers le labo culinaire.
À l'avant-plan, entre le bar numérique, les stands de Biblio-Express et le café, la musique générée par l'un des dispositifs technologiques intégrés à la structure, à moins qu'elle ne soit jouée en direct hors champ, on n'a pas vérifié, entraîne trois fillettes dans l'improvisation d'un spectacle instantané. L'étage supérieur est occupé par la bibliothèque, la salle d'exposition et le Media Lab. On voit très bien sur cette image la trame du plancher du deuxième étage. Elle unifie l'espace qui est perçu comme celui d'un grand loft dans lequel se découpe le volume de la salle de spectacle. On comprend aussi que la structure métallique qui contribue à cette impression de grand loft permet de soutenir une variété de panneaux et d'offrir ainsi des atmosphères très très différentes. Donc, autour de la salle d'animation, on retrouve des panneaux qui sont très transparents. Et autour de la salle d'exposition, ceux-ci sont vraiment très, très opaques. À droite, on voit l'ensemble qui est le Musilab, Media Lab, le salon silencieux et l'administration. Ils forment comme une petite tour au-dessus du labo culinaire devant l'atrium, donc un petit espace très singulier. À l'étage comme au rez-de-chaussée, on tire parti de la surélévation de 200 mm des planchers finis par rapport à la dalle pour y installer des canaux de distribution électrique et numérique et pour introduire des bacs de plantation. Ces derniers sont représentés par des surfaces vertes dans l'axonométrie de l'étage. D'autres plus petits bacs sont aussi installés en hauteur dans la structure métallique. En plus d'offrir des vues sur les arbres et arbustes des places adjacentes, le projet intègre donc aussi un paysage végétal. C'est très important, non seulement parce que ça favorise le contact avec des plantes vivantes tout au long de l'année, mais aussi parce que ce paysage est planifié et intégré et non pas improvisé par la suite comme c'est trop souvent le cas. L'axonométrie qui est à droite détaille l'assemblage des planchers. Au rez-de-chaussée, la finition est minérale. Elle est principalement composée d'une chape de béton fini époxy et de dalles de pierre rectangulaires. Les autres planchers sont en frêne recyclée, légèrement teintée de jaune. L'orientation des lattes forme les rayures que l'on voit sur l'axonométrie. Le choix de ce bois est un exemple de l'attention que l'on a accordée à l'usage de matières recyclées dans le projet. Le frêne qui provient d'arbres malades est distribué par une entreprise à but non lucratif. Le plan de l'étage démontre bien la fluidité de la circulation le long des trois façades qui sont accessibles. Elles sont bordées d'agréables espaces de lecture. On voit aussi que la salle d'exposition se situe à la croisée des circulations. Chacun des accès de la salle est à très grande proximité de l'un des escaliers. De fait, la salle d'exposition est le premier espace que l'on découvre en arrivant à l'étage à partir de l'escalier principal. La salle d'animation est aussi très centrale et se situe immédiatement à droite de cet escalier et à gauche de l'un des ascenseurs. Les blocs que forment la salle d'exposition et la salle d'animation permettent de séparer subtilement les espaces destinés aux adultes qui se situent au nord, donc en haut de l'image, des espaces plus familiers qui sont au sud-est, en bas à droite de l'image, à proximité des puits de lumière et de la façade donnant sur la place Hector Toblake. Tout à l'ouest, à gauche sur le dessin, on trouve le Musilab Media Lab, le salon silencieux et l'administration qui sont mis en vitrine dans l'atrium. À l'étage, le Media Lab est en léger contrebas de la bibliothèque et en lien visuel direct avec elle. On y accède par les gradins, le petit escalier attenant ou encore par la rampe hors champ qui longe la salle de spectacle. Dans cette vue de soirée, à partir du Media Lab, on voit à droite le salon d'enregistrement. Les activités qui s'y déroulent sont aussi visibles à partir des gradins. Une autre fenêtre est située dans la paroi qui sépare le salon d'enregistrement des gradins. Le salon d'enregistrement est ainsi mis en vitrine. C'est un point d'attraction important du centre. À gauche, en arrière-plan, on aperçoit l'escalier jaune qui, traversant l'atrium, atteint le palier bas au niveau du Media Lab et se poursuit à partir du sommet des gradins pour rejoindre le salon silencieux. De jour, du point de vue opposé de l'image précédente, nous sommes maintenant dans la zone de lecture pour adultes et on regarde vers le Media Lab qui est en contrebas et vers le salon silencieux qui lui est en mezzanine. On aperçoit l'atrium et l'escalier jaune qui glissent entre les colonnes à partir du rez-de-chaussée. Ça, c'est juste vers la droite. Et à gauche, au-delà du mur, se situe la salle d'exposition. Donc, on voit très bien que la structure métallique intègre des modules opaques et accueille aussi des rayons de bibliothèque d'une part. Et on peut imaginer que
de l'autre côté, du côté de la salle d'exposition, on a une surface d'affichage muséal. Dans cette configuration, un passage est prévu entre la zone de lecture et la salle d'exposition. On voit très bien aussi que cette zone s'ouvre très largement vers la place Henri-Dunant qui est à droite au-delà de l'enveloppe vitrée. Cette image de l'étage à partir de la zone des tout-petits représente bien la fluidité des espaces de la bibliothèque, l'omniprésence discrète et efficace de la grande structure, l'importance de la végétation, la luminosité de l'espace qui profite des larges pans de verre de l'enveloppe au périmètre de l'étage et des puits de lumière au-dessus de l'escalier. En parcourant des yeux l'espace de gauche à droite, on voit ou on aperçoit le mur de la salle de spectacle, puis la salle d'exposition qui est directement en haut de l'escalier principal. On aperçoit ensuite en arrière-plan, au loin, la section des collections adultes et adolescents, puis toujours en arrière-plan mais un peu plus près, la salle d'animation. Les enfants sont au cœur de l'ensemble, l'espace très central qui leur est destiné peut aussi, selon les activités, être isolé grâce à un rideau qui coulisse à partir du plafond, comme un rideau de scène. On reconnaît aujourd'hui que le district Peter McGill est situé en territoire autochtone non cédé. La création du centre Sanak est l'occasion de le doter d'un lieu s'inspirant des valeurs traditionnelles autochtones, un lieu appropriable et durable qui soit propice au partage, à la collaboration et à l'inclusion. Nous espérons vous avoir convaincu que nous avons conçu un projet à la hauteur de ces valeurs, qui sont aussi celles qui ont inspiré le programme du centre. Nous espérons également avoir le privilège de continuer à développer ce projet dans le respect des objectifs du plan stratégique de développement durable de la Ville de Montréal. Cela, grâce à l'apport de la communauté et aussi de consultants qui s'ajouteront à notre équipe à l'étape de la réalisation et qui préciseront davantage certains aspects du projet, dont la scénographie, l'acoustique et l'éventail de tous les dispositifs musicaux et numériques. Au nom de toute notre équipe, je vous remercie très sincèrement de votre attention.